Bonjour, donc je suis Thierry Calvat, je suis président de Juris Santé, je suis sociologue de formation et je travaille depuis plus de 20 ans sur les questions touchant à la vulnérabilité et aux solidarités de proximité telles que les aidants familiaux. Alors, s'agissant de l'image de la maladie au sens général, elle est traversée par un premier paradoxe. Il y a deux paradoxes en fait autour de l'image de la maladie. Il y a un premier paradoxe qui est que on entretient vis-à-vis de la maladie de moins en moins d'acceptation de la part de la société. Elle s'inscrit, et notamment sous l'influence de l'école transhumaniste, comme une injustice ou une erreur de la nature, c'est-à-dire qu'elle perd progressivement une part de sa naturalité, alors que la maladie comme la mort est quelque chose du domaine du naturel, mais il est de plus en plus mal vécu par les personnes qui y voient une sorte d'injustice. Elle est d'autant plus forte, cette injustice, c'est même la conséquence directe, c'est qu'on est aussi dans une société dans laquelle on prône l'autonomie maximale. Et qui dit l'autonomie, dit derrière la capacité à rester en permanence maître de ses choix, maître de sa vie. Or, celui qui devient malade est celui qui n'a pas choisi, évidemment personne ne choisit d'être malade, mais celui qui ne choisit pas d'être malade est celui qui d'une certaine façon témoigne d'une certaine forme de faiblesse vis-à-vis d'une position qu'il aurait dû tenir et qui est une position de maîtrise. C'est donc le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est qu'on est entré dans l'ère dite de la chronicisation des pathologies, c'est-à-dire des pathologies mieux soignées et des maladies mieux soignées qu'il n'y a encore que quelques années, avec des gains en termes de survie qui sont parfois spectaculaires, liés à des nouvelles formes notamment de thérapie. Ces gains spectaculaires aujourd'hui amènent finalement à des temps de vie longs, à des nouvelles formes de vie, finalement. Avoir une maladie n'est plus synonyme de finir sa vie, mais au contraire d'en entamer une autre. Mais aujourd'hui, au plan de la société, c'est quelque chose qui est assez peu conscientisé. C'est-à-dire qu'on envisage toujours la maladie sous un angle létal, alors que désormais, elle s'inscrit plutôt sous un champ chronique. Et là où il s'agit bien sûr de faire le deuil du passé, on insiste généralement, et les soignants aussi, insuffisamment sur le futur qui s'ouvre, qui est parfois compliqué, complexe, mais qui néanmoins reste un futur dans lequel le patient peut se projeter. Derrière la question du changement de vie, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est le changement de vie spectaculaire, qui est généralement donné à voir, et qui peut, par exemple, une personne qui est devenue malade va décider de faire un tour du monde, de créer une entreprise, de produire un spectacle autour de sa maladie, c'est-à-dire opérer un changement radical. Ça existe, et néanmoins, tout le risque, c'est que plus on valorise ce type de changements radicaux, donc finalement on héroïse un nombre très restreint de personnes, le risque, c'est que plus on va héroïser un nombre restreint de personnes, plus on va d'une façon ou d'une autre, ramener et renvoyer ceux qui n'arrivent pas à faire ce changement de vie spectaculaire vers une situation où, pour le dire de façon très courte, ils seraient des moins que rien, des incapables, des incompétents, voire des faibles. Donc il y a ce changement spectaculaire, et puis après il y a un changement qui s'opère, qui est celui qui s'opère à bas bruit, mais qui lui est naturel, puisque de toute façon, la maladie aura changé la vie. Donc en fait la question c'est qu'on ne peut pas ne pas changer quand la maladie s'installe. Donc toute la question pour les personnes qui ne se sentent pas des âmes de héros, c'est quel regard nouveau je vais pouvoir jeter sur la vie nouvelle qui s'ouvre à moi. Donc on est plutôt sur un travail de représentation de sa vie, avec derrière évidemment son lot de malheurs vécus, mais éventuellement aussi son lot d'opportunités possibles, et qui peuvent parfois être des opportunités extrêmement peu spectaculaires, comme par exemple le fait de redécouvrir ses proches. Par exemple, la maladie est un moment où on peut redécouvrir ses proches, au moment où sa vie sociale peut paradoxalement changer, les termes de la vie sociale peuvent paradoxalement changer. Voilà, donc il n'y a pas de, pour vous répondre, il n'y a pas de non-changement quand la maladie s'installe, il y a simplement des degrés différents d'appréciation de la part des personnes qui peuvent être parfois spectaculaires, parfois extrêmement modestes. Alors la place de l'aidant auprès de la personne malade, il joue bien sûr un rôle qui est aujourd'hui assez conscientisé dans le cadre de la société, qui est un rôle de soutien assez naturel à un certain nombre de gestes de la vie quotidienne du proche qui l'accompagne.
qui peuvent être des gestes administratifs, tout simplement faire les papiers, gérer le quotidien, qui peuvent être des gestes qui sont des gestes de déplacement, d'aide au déplacement, à des visites médicales, des gestes médicaux, des examens, mais aussi des gestes d'accompagnement plus quotidien, dans un soutien moral, ou voire parfois un soutien financier. Ça, c'est une notion assez conscientisée, mais il y a vraisemblablement en creux aussi une autre dimension de l'aidant, qui est que finalement, quand on parle d'un aidant, on parle, et d'une personne malade, on parle d'un duo. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une interaction, et cette interaction-là, elle prouve au patient qui est malade qu'il est pleinement humain, puisque l'humanité, c'est l'altérité. C'est Lévinas qui disait que finalement, l'homme est un animal politique. Et comme c'est un animal politique, il est donc forcément tourné vers l'autre. Donc l'aidant, pour le patient, c'est celui qui l'oblige et qui en même temps le montre comme étant quelqu'un qui peut encore se tourner vers l'autre et pour qui il est encore important. On est vraiment dans des relations souvent de dépendance, mais d'interdépendance. C'est-à-dire que la question souvent qu'on peut se poser par rapport au duo qui est formé entre la personne aidante et la personne aidée, c'est qui est dépendant de l'autre. Évidemment, naturellement, au motif des aides et soutiens que je citais, la personne aidée, elle est naturellement dépendante de son proche. Parfois, elle a besoin de lui pour se déplacer, parfois, elle a besoin de lui pour des gestes de la vie quotidienne. Mais le proche, qui vit au rythme de la personne qui l'accompagne, qui vit en permanence avec le souci de la personne qui l'accompagne, devient lui-même dépendant du proche qui l'accompagne. Ce que j'aimerais dire aux aidants, d'abord les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc les propos que je vais tenir sont à prendre évidemment avec des pincettes, chacun peut les interpréter comme il veut. Mais toujours est-il que derrière la question de l'aidant, qui est souvent une question de statut, d'individu très fonctionnel, se cache en fait un individu qui est l'aidant, et que cet individu, pour continuer à être aidant dans la durée, et je lui souhaite d'ailleurs le plus longtemps possible, il faut d'abord qu'il apprenne à prendre soin de soi, mais pas à prendre soin de soi au sens mécanique, en allant suivre tel ou tel type de choses parce que c'est bien de le faire ou parce qu'on lui a dit de le faire, mais simplement en répondant à son désir profond, à son identité profonde, à ce qui lui plaît et à ce qui lui fait plaisir, et donc derrière de trouver du temps suffisant, de lever les freins qui l'empêchent et qui l'empêchent de le faire, et donc derrière de s'interroger sur ce qui lui plaît et d'aménager le temps qu'il faut pour qu'il puisse se ressourcer le plus souvent possible.